le mandat qu'on m'a donné, c'est d'avoir une perspective un peu plus micro. C'est-à-dire de regarder quel est le rôle des acteurs dans le processus de transformation des institutions du travail et de l'emploi. Et je vais prendre un peu la distinction qui a été établie par Glenn dès le départ lorsqu'il disait qu'il y a deux avenues pour développer de nouvelles formes d'identité, soit au niveau politique, soit au niveau économique. Et moi, je vais me centrer surtout sur le niveau économique en mettant l'accent sur des expérimentations au niveau régional, au niveau international et au niveau local. Donc, au cours des dernières années, désolé, je n'ai pas de PowerPoint. Au cours des dernières années, des travaux d'une très grande qualité ont été publiés sur les changements et les expérimentations institutionnelles. On a déjà mentionné les travaux de Streeck et Talen, de Mahoney et Talen, qui nous invitaient à s'intéresser aux changements incrémentaux, moins visibles, mais qui, à terme, transforment significativement les façons de faire des acteurs. Je pense aussi, Jacques a fait mention, aux travaux de Christensen et Morgan dans un article paru en 2012 qui propose un cadre permettant d'analyser l'expérimentation institutionnelle. Ils insistent sur l'importance des traditions institutionnelles, ce qu'ils appellent l'institutional legacy, et des stratégies mises en œuvre par les acteurs pour les modifier. Ce qu'ils font bien ressortir, c'est le fait que les acteurs et les institutions coévoluent. Je pense aussi aux recherches, moi c'est assez récent, je me suis familiarisé avec ce courant-là de recherche sur ce qu'on appelle institutional work. Donc, sur le travail institutionnel, qui partent souvent d'un cadre développé par Oliver, puis mettent l'accent sur la façon dont les acteurs construisent les institutions. Parfois, ils tentent de les façonner, des fois, ils cherchent à les capturer ou ils cherchent à les éviter. Il s'agit d'un courant de recherche très riche, qui, dans la foulée des travaux de Lawrence et Sotheby, s'intéresse aux changements institutionnels dans une variété de champs. Je vais juste donner un petit exemple ici. On pense aux travaux de Rao, Monin et Durand, qui, à partir du mouvement de la nouvelle cuisine en France, expliquent comment les logiques institutionnelles se construisent et se déconstruisent pour créer de nouvelles façons de faire, voire de nouvelles identités. Plus près de nous, plus près de notre champ, il y a aussi les travaux de Anne Temple, Tony Edwards et Anthony Furner et leurs collègues qui ont cherché à voir comment les firmes multinationales répondent aux exigences de l'action collective. Ils montrent qu'il y a une variété de réponses et que les gestionnaires ne s'adaptent pas facilement et passivement aux contraintes institutionnelles. Si certains cherchent à éviter les exigences légales, d'autres s'y conforment et d'autres encore cherchent à les modifier, voire à les transformer. En fait, l'ensemble de ces recherches nous pousse à revoir la façon dont on conçoit les institutions en relation industrielle et à mieux comprendre comment les acteurs, localisés dans des champs et des espaces variés, cherchent à mettre en œuvre de nouvelles façons de faire, de nouvelles pratiques qui viennent chambouler, parfois de façon significative, les institutions. Il s'agit d'une approche dynamique qui examine comment les acteurs exploitent leurs ressources et mobilisent leurs capabilities, parfois pour maintenir les institutions, parfois pour les changer. Le terme expérimentation a sans doute une connotation positive, mais il va de soi que les expérimentations institutionnelles peuvent avoir des effets négatifs. Elles peuvent produire moins d'équité, plus d'inégalités, moins d'emplois de qualité, plus d'exclusion. Tout comme le maintien des institutions, comme le montre Tellen dans son dernier ouvrage, peut aussi renforcer les inégalités et provoquer davantage d'exclusion. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est prendre 3 exemples de recherche qui s'intéressent à différentes formes d'expérimentation institutionnelle afin de mieux comprendre le rôle des acteurs dans le processus de construction des institutions du travail et de l'emploi. Le premier exemple est tiré d'une recherche que j'ai menée avec Lucie Morissette et Laurence Solar-Pelletier dans le secteur aéronautique à Montréal. Elle vise à mieux comprendre de quelle manière les acteurs, à l'échelon des entreprises, mobilisent les ressources produites par les institutions infranationales et jusqu'à quel point ils s'y investissent. Le deuxième exemple est au niveau plutôt transnational et elle provient des recherches sur l'action syndicale transnationale où il y a eu énormément de recherches qui ont été faites au cours des 15 dernières années. Et je vais m'appuyer sur les recherches menées en collaboration avec Adelaide Deguay, Christian Dufour et Gregor Murray. Le troisième repose sur des études de cas sur les innovations en matière de relations du travail réalisées au Mexique entre 2000 et 2005 et en Chine entre 2008 et 2012 avec mon collègue Huha. Donc, le premier exemple, l'industrie aéronautique. Le cas de l'industrie aéronautique à Montréal est particulièrement intéressant parce qu'il ne correspond pas à la description qu'on fait généralement du Canada comme étant une économie libérale de marché. En fait, l'acteur étatique et les partenaires syndicaux et patronaux y ont joué et y jouent encore aujourd'hui
un rôle essentiel et ils ont mis en place une architecture institutionnelle assez étoffée. On retrouve des comités conjoints de formation professionnelle au niveau secteur. On retrouve également des instituts qui favorisent l'innovation en matière technologique et en matière de processus de production. Il y a une très forte densité au niveau également des instituts de formation à plusieurs niveaux. Ces institutions sont en constante évolution. Si au début des années 80, elles répondaient surtout à une logique de gestion de la main-d'œuvre, dans les années 2000, elles sont davantage orientées vers l'innovation technologique et des processus de production, alors que dans les années 2010, depuis les années 2010, elles répondent plutôt à une logique d'intégration des chaînes locales et globales de production. Une des questions qui se pose, c'est de savoir ce que produisent ces institutions régionales, à quoi elles servent. Partant des travaux d'Ehrenreich, on a identifié 4 types de ressources. La première, c'est que ça produit du capital social. Ça permet aux acteurs d'échanger entre eux et également de pouvoir développer des relations personnelles. Ça produit aussi des biens généraux, par exemple des fournisseurs, de la main-d'œuvre, mais aussi des biens plus spécifiques, notamment en termes d'information. Ça produit des opportunités de transfert des transferts de connaissances en vue d'accroître les capacités en matière de production et en matière de gestion des ressources humaines. Puis ça produit un réseau formel d'échange. Dans notre étude, on a cherché à identifier de quelle manière les acteurs exploitent et investissent les institutions régionales et quelles sont les variables susceptibles de façonner leur engagement. Dans cette recherche basée sur une multitude d'études de cas, je vais faire ressortir 3 grands constats. Premièrement, la forme et le degré d'engagement des acteurs est très variable. S'il y a des acteurs qui s'investissent uniquement en termes de capital social, c'est-à-dire pour se faire connaître et connaître les acteurs du milieu, d'autres ont un investissement beaucoup plus soutenu et cherchent à développer leur capacité de production ou encore leur capacité en matière de gestion des ressources humaines. Enfin, il y a un autre groupe qui, lui, cherche davantage à s'investir dans ces institutions-là de manière à ce qu'ils correspondent aux attentes et aux besoins de l'établissement. Il y a plusieurs variables qui entrent en ligne de compte pour expliquer ces différents types d'engagement-là. Bon, une PME, qu'on soit une PME versus une filiale, quelle est la position dans la chaîne de valeur, c'est quoi la qualification de la main-d'œuvre, est-ce qu'il y a une présence syndicale, c'est quoi la capacité d'action des syndicats. Mais je voudrais insister surtout sur un aspect qui est ressorti assez clairement dans notre étude, c'est les aptitudes stratégiques des directeurs de ressources humaines ou de la direction des ressources humaines. On s'est aperçu dans les établissements où les DRH avaient des aptitudes stratégiques, notamment en termes de cadrage, c'est-à-dire leur capacité à bien définir les enjeux de gestion des ressources humaines. L'établissement, généralement, était davantage impliqué dans les réseaux régionaux et elles étaient également davantage en mesure de développer de nouvelles capacités en matière de gestion des ressources humaines, de nouvelles façons de faire. Lorsque les DRH n'avaient pas ces aptitudes stratégiques-là, notamment cette capacité de bien cadrer les enjeux ressources humaines, au contraire, on avait des entreprises qui étaient relativement isolées et qui étaient incapables d'innover. Ce lien, donc, entre aptitude et cadrage est important aussi bien dans les filiales que dans les PME. Et ce qui nous apparaît central dans les PME, c'est que la participation des entreprises à ces réseaux-là agissent comme un substitut dans les établissements où il y a très peu de ressources internes. Donc, c'est une manière pour les PME de pouvoir développer de nouvelles façons de faire et innover qu'ils n'ont pas en termes de ressources internes. Deuxième exemple, donc l'importance en fait pour les PME de pouvoir accéder à ces ressources-là. On pense souvent que c'est les multinationales qui en tirent profit, mais c'est aussi les PME qui réussissent à développer de nouvelles façons de faire. Deuxième exemple, donc, est tiré des recherches sur l'action syndicale transnationale. Il y a eu énormément de changements au cours des dernières années. Paul a parlé de plusieurs éléments. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été fait en termes d'ACI, de Gulf, de Global Labour Standards. Et on sait que l'action syndicale internationale et transnationale, ce n'est pas nouveau, mais c'est un champ qui est en pleine construction. C'est un champ qui ouvre de multiples formes de liens et d'échanges entre les acteurs syndicaux situés à de multiples niveaux, et c'est aussi un champ contesté, où s'affrontent des logiques et des rationalités assez contrastées. Avec Gregor Murray, Adélaïde Heguet et Christian Dufour, nous avons cherché à cet égard à mieux comprendre l'engagement ou l'implication des syndicats locaux à l'international. On a identifié une variété de formes. Il y a des syndicats qui ne s'impliquent pas. Il y a des syndicats qui, au contraire, vont s'impliquer de manière à pouvoir assurer la survie de leur usine. Et il y en a d'autres, au contraire, qui cherchent à participer à la construction de ces nouvelles institutions-là. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on avait des acteurs qui étaient capables de participer à la co-construction des institutions. Et on s'est aperçu que ce n'était pas les ressources de pouvoir du syndicat qui jouaient, parce qu'on avait des syndicats avec des ressources de pouvoir très élevées qui ne participaient pas,
parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Puis il y avait des syndicats également avec beaucoup de ressources qui, eux, s'impliquaient. En fait, un des éléments clés qui ressortait de cette étude-là, c'est qu'il y avait deux aptitudes stratégiques importantes que les syndicats avaient. La première, c'est une capacité de cadrage, c'est-à-dire une capacité de construire des cadres de référence, de les articuler les uns aux autres et d'être capable de construire un projet commun et de vendre ce projet commun-là également aux autres syndicats. Le deuxième, quand on est dans une logique, bien sûr, Paul a parlé de multilevel, quand on est dans une logique de multiniveau, il faut que les syndicats soient également en mesure de faire l'articulation entre ces multiples niveaux-là, entre le local, entre le national, entre le régional et entre l'international. Et on s'apercevait que les acteurs qui sont capables de construire, de participer, d'être co-constructeurs, avaient en fait mobilisé ces deux types d'aptitudes. Troisième exemple, c'est les recherches comparatives entre la Chine et le Mexique. Je vais tirer trois constats. D'abord, il y a peu d'expérimentation dans nos études. On a fait une vingtaine d'études au Mexique, une vingtaine d'études de cas également en Chine. Et il y a peu d'expérimentation dans le domaine du travail. Les institutions du travail sont assez résilientes et les acteurs, notamment les employeurs, les représentants de l'État et les syndicats officiels, sont capables de construire des coalitions afin de maintenir les institutions existantes. Ainsi, au Mexique, malgré la défaite du PRI en 2000, le régime de corporatisme autoritaire continue d'exercer un assez fort contrôle sur les revendications ouvrières et diverses formes d'exclusion des syndicats des milieux de travail. Graciela Bensoussan, qui est ici et qui va faire plusieurs présentations, utilise une belle métaphore pour caractériser la situation des syndicats au Mexique. Elle avance qu'ils sont pris dans une camisole de force. En Chine, malgré l'adoption successive de différentes législations du travail, notamment celle de 2008, les syndicats au niveau des établissements sont toujours fortement intégrés à la structure managériale. Plus souvent qu'autrement, le secrétaire général du syndicat est un cadre et assez souvent un représentant de la DRH, ce n'est le directeur des ressources humaines. Cela dit, on a pu observer différents cas d'expérimentation en matière de relations de travail. Au Mexique, syndicats et employeurs ont développé des relations qui oscillent entre le microcorporatisme et une forme assez avancée de régulation conjointe. Et ça implique que le syndicat est partie prenante dans différentes décisions. Dans ces cas-là, ce qu'on observe, c'est deux acteurs avec des ressources de pouvoir. Un syndicat qui a des ressources internes, qui est capable d'avoir une très forte cohésion avec le membership, et aussi une DRH qui détient également un certain nombre de ressources de pouvoir pour s'engager dans ce type de relation de travail. En Chine, c'est un peu différent. Mais ce qui ressort en Chine également, ce qu'on a pu observer en Chine, c'était des formes d'expérimentation où le syndicat était maintenant élu et les représentants syndicaux étaient élus par la base et c'était des représentants de la base qui étaient donc devenus secrétaires généraux et également, et on a observé une forme de négociation collective réelle. En Chine, ce qu'on a observé, c'est encore une fois une direction des ressources humaines qui dispose d'autonomie décisionnelle, qui est en mesure de proposer une conception et une vision pluraliste de la GRH et également qui est branchée à l'externe. Donc, c'est une direction des ressources humaines qui détient des ressources de pouvoir et qui est capable de proposer des innovations en matière de relations de travail. Dernier point sur la Chine et le Mexique, avant de m'engager dans la conclusion. La question de la pérennité et de la diffusion des expériences en matière de relations de travail se pose partout, pas uniquement en Chine et au Mexique, ça se pose également ici, mais ça prend une coloration différente en Chine. En Chine, en raison de l'absence des mécanismes de transfert, les expériences restent souvent localisées, ce qui ne favorise pas leur diffusion. Au Mexique, en raison de la faible marge de manœuvre des syndicats locaux et de la capacité des employeurs à se coaliser avec l'État et les grands syndicats, les expériences de relations de travail restent fragiles, surtout lorsque les syndicats cherchent à développer un agenda autonome par rapport à la direction. Bref, même là où il y a des expérimentations, le poids des traditions institutionnelles reste important. En guise de conclusion, j'ai mis l'accent sur trois types d'expérimentation. Donc, trois types d'expérimentation institutionnelle, puis j'ai braqué le projecteur sur les acteurs. C'était vraiment l'approche que je voulais prendre pour mieux comprendre ce que les institutions produisent, mais surtout comment et à quelles conditions les acteurs participent à la co-construction des institutions. J'ai donc tenté de mettre l'accent sur les aptitudes stratégiques, notamment les aptitudes de cadrage et d'articulation
qui me semblent être des ingrédients essentiels au processus d'expérimentation institutionnelle. Ce faisant, j'ai également moins insisté sur les contraintes auxquelles sont soumis les acteurs, et en particulier aux forces qui peuvent réduire la capacité des acteurs à s'engager dans de tels processus d'expérimentation. J'aimerais, en guise de conclusion, identifier quelques contraintes auxquelles sont confrontés les 3 acteurs qui sont au cœur des processus de transformation des institutions du travail et de l'emploi: l'État, les syndicats et les professionnels en ressources humaines. Le cas de l'industrie aéronautique à Montréal me semble tout à fait représentatif des actions qui peuvent être menées par l'État en collaboration avec les partenaires du milieu du travail pour mettre en place une infrastructure institutionnelle qui favorise l'innovation et assure le développement des emplois de qualité. Pour reprendre les termes de Marianne Mazzucato, l'État a joué un rôle d'État entrepreneur. En plus d'investir dans la recherche et le développement, il a agi comme un broker en cherchant à favoriser les échanges et la coopération entre les diverses parties prenantes. On peut certes se demander si les politiques actuelles d'austérité et cette tendance à croire que l'État doit intervenir de moins en moins afin de laisser les forces du marché jouer librement n'auront pas un effet négatif sur la capacité des acteurs à innover et sur la capacité d'agir de l'État. En fait, le cas de l'industrie aérospatiale nous amènera à répondre par l'affirmative, car la pérennité de cette industrie tient à la capacité des acteurs à innover, laquelle est intimement liée à la présence d'une infrastructure institutionnelle supportée par l'État. Les organisations syndicales sont également confrontées à un ensemble de contraintes qui limitent leur marge de manœuvre. Il y en a plusieurs, mais l'une d'elles consiste à chercher à maintenir les institutions actuelles, même si elles provoquent plus d'exclusion que d'inclusion, qu'elles affaiblissent plutôt que renforcent la capacité d'action collective des travailleurs. Le Mexique est certes un cas d'école à cet égard, mais il ne représente pas une exception. Au Canada et dans d'autres pays, on peut noter le même phénomène. Enfin, je vais conclure là-dessus, et ce n'est pas mon thème généralement que j'aborde beaucoup, mais c'est les gestionnaires en ressources humaines. Je dirais que les gestionnaires en ressources humaines sont également soumis à un ensemble de contraintes, mais dans leur cas, on peut se demander s'ils ne sont pas en train de construire leur propre cage d'acier. Dans son ouvrage sur The Embedded Corporation, Stanford Jacoby nous avertissait des dangers potentiels de cette GRH plus stratégique, qui cherche à aligner les objectifs RH à ceux de l'entreprise et à s'engager dans un exercice comptable afin de démontrer la valeur ajoutée de la GRH. Cette tendance se poursuit de nos jours avec l'impartition des fonctions RH dans les entreprises. On ne parle plus uniquement d'impartir les fonctions administratives, comme la gestion de la paye, mais aussi des fonctions centrales comme le recrutement, la formation, la rémunération, l'évaluation de la performance. C'est comme si la GRH était de plus en plus désencastrée par rapport à l'entreprise. On peut dès lors se demander si ces gestionnaires pourront et auront la capacité de jouer un rôle actif dans le processus d'expérimentation institutionnelle. À force de vouloir se rapprocher du pouvoir décisionnel, il est fort probable que ces gestionnaires perdent le contrôle de la GRH. Pour le dire autrement, ils me font penser à Icare, qui, à force de vouloir se rapprocher du soleil, a fini par brûler ses ailes. Merci.